Yo tout le monde, ici Juju tout seul, et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo parce que je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de vidéos sur ce sujet-là, en France en tout cas, mais j'avais envie de vous recommander, de vous parler de la série Batman Caped Crusader, ou Batman le justicier masqué, me semble-t-il en français, qui est disponible sur Amazon Prime Video, et donc j'avais envie de vous recommander cette série, donc en commençant par effectuer une partie sans spoiler, avant de revenir un petit peu plus en détail sur cette série et pourquoi je la trouve plutôt réussie dans son ensemble. Donc, avant tout cela, un petit contexte s'impose sur l'existence de Batman Caped Crusader. Il faut savoir que cette série animée a été créée par Bruce Timm, qui est le créateur de la série animée culte Batman The Animated Series, donc titre très très sobre, donc qui est une série qui a commencé sa diffusion en 1992, qui a ensuite mené à la série de New Batman Adventures, et puis à la série animée Superman, à la série Batman, aussi à la série Batman animée La Relève, donc avec un Batman futuriste, qui a mené ensuite aussi à des séries animées comme Static Shock, et jusqu'au dessin animé Justice League, et sa suite Justice League Unlimited, qui forment toutes et tous le DCAU, donc le DC Animated Universe, que Bruce Timm a donc créé en son intégralité en produisant toutes ces séries télé. Mais même si beaucoup de ces séries sont devenues assez cultes, notamment Superman et Justice League, et sa réinvention de Batman avec Batman La Relève, la série la plus iconique, celle qui, au-delà des dessins animés de super-héros, a vraiment marqué son époque et marqué l'animation de Batman de façon générale, eh bien c'est la série Batman de 1992, la série animée, qui a marqué vraiment son époque pour une animation qui avait une plutôt bonne qualité pour l'époque, tout simplement, pour les thématiques très sombres et adultes qu'il développait alors que c'était une série animée destinée aux enfants à la base, et le fait que c'était une série qui, thématiquement parlant et en termes d'ambiance, suivait plus ou moins les films de Tim Burton, dont la musique, le thème principal du générique qui a été composé par Danny Elfman. Et donc cette série est devenue culte, mais malgré tout ça restait une série pour enfants, qui avait donc quelques limitations que Tim Burton ne pouvait dépasser, et c'est pour cela qu'il avait plein d'idées en tête qui n'ont pas pu se réaliser, et cette idée, ce pitch qu'il a donné à Warner Bros, et notamment à Matt Reeves et J.J. Abrams, donc Matt Reeves qui a réalisé récemment The Batman, et qui va réaliser sa suite, et J.J. Abrams qui est un cinéaste très connu, notamment pour la réalisation de ses films Star Trek et Star Wars, donc sont des produits de cette série télé, et donc ont validé le pitch de Bruce Timm, un pitch qui n'était pas de faire une suite à la série animée, ce qui n'était pas vraiment très utile, dans le sens où le DCAU était déjà conclu, avec Batman La Relève, avec Justice League, il n'y avait pas vraiment besoin de ressusciter Batman la série animée, ce n'était pas nécessaire. Et donc Bruce Timm a évoqué cette idée de faire une série Batman beaucoup plus sombre, plus adulte, et donc en prenant le contexte des années 40, donc une série Batman qui se déroule donc dans les années 40, en sachant que Batman, dans les comics, a été créé en 1939, et que donc Batman a toute une histoire concernant les années 40, évidemment, vu qu'il existait déjà à cette époque-là. Et donc son pitch était vraiment de faire une série Batman dans les années 40, en mélangeant tout ce qui touche au genre du film noir, donc tout ce qui touche au film noir, aux films de gangsters, la femme fatale, les séries d'enquête, les serials d'époque. Et donc c'était vraiment l'ambiance qu'il voulait retrouver, c'est ça qui a fait que la série a été validée, avant que Warner choisisse de l'acheter à Prime Video afin de couper des taxes, je crois. Donc c'est pour ça que la série se retrouve sur Prime Video, et c'est pour ça que vous pouvez la regarder sur Amazon Prime Video dès aujourd'hui. Et donc pourquoi Batman de Caped Crusader c'est bien ? Eh bien tout simplement parce qu'on est sur une série Batman, on est peut-être, je pense, narrativement sur la meilleure série Batman qu'on ait eue peut-être depuis la série de 92, en sachant que j'adore les séries Batman qui ont suivi 1992. Je trouve que Batman fait partie de ces rares héros qui ont eu que des excellentes séries animées auxquelles j'ai grandi avec, évidemment, donc sans trop de sub d'objectivité non plus. Donc je pense à la série animée de Batman qui a vraiment révolutionné le personnage en termes d'esthétique et qui était vraiment une très belle remodernisation du personnage. Batman Alliance des héros qui, elle, était une série qui rendait hommage à fond à l'âge d'or de Batman, l'âge d'argent je crois, à l'âge d'argent de Batman, donc la période des années 60, un peu kitschounet, un petit peu ringard un peu style la série Batman de 66, qui fonctionnait très bien et qui rendait vraiment hommage aux comics de cette époque-là, qui était très très surréaliste et très très coloré et pumpy. Et ensuite on a vu le dessin animé 3D Beware de Batman qui n'a pas duré longtemps mais qui pourtant était quand même très très sympathique pour le peu de temps qu'il a duré, et je crois que ça fait presque 10 ans qu'on n'a pas eu de série animée Batman en dehors de ça, donc c'est vrai que ça manquait un peu. Alors, je dis ça mais Superman lui n'a eu que 2 séries animées, donc n'en a eu qu'une depuis la série des années 90, mais j'ai aussi très envie de faire une petite critique peut-être de My Adventures of Superman, aussi un de ces 4. Et donc la série était assez hypante dans le sens où on développait Batman vraiment dans le contexte des années 40, dans le contexte du film noir qu'on a, je crois, jamais vu en animation, qu'on a bien sûr vu en comics.
et qui donc méritait, pouvait donner des histoires très intéressantes concernant le personnage, vu que les années 40 c'est le contexte parfait pour prolonger un peu cette mode à la histoire de détective que Matt Reeves a déjà un peu lancé avec The Batman, parce que Batman est bien sûr le plus grand détective du monde. Et donc, je vous le dis tout de suite, c'est une très bonne série de 10 épisodes, de 20 minutes environ, qui passe très très vite, qui se regarde très facilement, et ce qui fait la différence, je dirais, avec les autres séries animées Batman, c'est que cette série-là a vraiment une structure de série télé, en fait. C'est que on a une vraie structure de série télé où, en fait, Batman est le personnage protagoniste, on va dire principal, oui, mais il partage l'écran avec d'autres protagonistes qui l'entourent, et donc il y a des épisodes où Batman n'est pas du tout le personnage principal, il y a des épisodes où on est plus focus sur les Gordon, un épisode où on est plus focus sur Harleen Quinzel, etc., etc., donc on est vraiment sur une série chorale. Une série chorale où chaque personnage ont chacun un arc narratif qui se développe au fil de la série télé jusqu'à arriver à une culmination, on va dire, et en plus de cela, c'est une série qui, je trouve, gère parfaitement le côté méchant de la... On va dire, je dirais pas que c'est du filler parce qu'on est sur une série animée et ça a beaucoup plus sa place dans une série animée, mais beaucoup qualifieraient ça de filler, mais là je trouve ça plus intéressant parce que on a un concept par épisode, qu'on a un méchant par épisode, un concept donc différent par épisode à développer, une thématique différente. Mais là ça marche bien parce qu'on arrive à développer, parce que déjà on a des méchants intéressants, des concepts d'épisodes intéressants, et en plus de ça, ça n'empêche pas le fil rouge global d'avancer non plus. Donc certains méchants permettent justement de faire avancer le fil rouge de la série, et d'autres sont là pour nous faire découvrir d'autres panthéons de l'univers d'ici, surtout autour de Batman. On n'est pas non plus tant connecté que ça à l'univers d'ici en général. Mais ouais, c'est une série qui pour moi fait parfaitement l'équilibre entre l'épisode Freak of the Week avec le méchant de l'épisode, et quand même, on fait quand même avancer l'intrigue principale, on va dire, et donc ça avance quand même très très bien, de façon très très naturelle. C'est une série qui vraiment se regarde vraiment de façon très très linéaire, tout est très organique dans la façon dont ça se construit. Et puis la série est oui adulte, mais je pense que c'est une série qui peut se regarder à partir peut-être de l'âge de 13 ans, comme diraient les Américains, la classification PG-13. En fait, je pense que c'est une série qui pourrait se regarder un peu à la manière des Marvel ou de Batman en termes de tonalité, dans le sens où il y a un peu de sang, mais c'est rien de horrible, c'est des petites blessures, du sang sur la bouche ou le nez, rien d'horrible. On parle d'alcool, on parle d'élections et d'élections mayoral. Ça se dit mayoral pour les maires. On parle d'élections mayoral, on parle de corruption de la police, donc on est sur une série on parle de meurtres à résoudre, évidemment, de tueurs en série à retrouver, donc on voit quelques cadavres, mais des cadavres qui sont pas non plus grimés de façon à ce que ce soit horrible à regarder. Donc la série, en vrai, est accessible pour un public jeune, mais un jeune mature, je dirais. Pas pour les enfants, ça non, parce que c'est une série qui reste quand même qui est assez accessible pour moi pour les grands enfants et les adultes, je dirais dans ce sens-là. Et puis je trouve que la série se poursuit parfaitement bien par rapport au film de Batman, en fait. C'est que je trouve que le Batman me fait pas mal penser au Batman de The Batman, dans le sens où on est sur un Batman qui est très jeune, qui est qui est très froid dans sa tonalité, qui se sert vraiment de Bruce Wayne comme un masque et qui est vraiment Batman en lui, qui peut être un peu trop distant et presque inhumain par rapport à d'autres personnages. Ce qui fait qu'il me rappelle beaucoup celui de Batman, en mieux quand même. Et je dirais que c'est ça qui est bien avec la série, c'est que la série est meilleure pour moi que de Batman, en tout cas a réussi ce que de Batman n'a pas réussi à faire. C'est à rendre tous les personnages attachants, en fait. C'est que de Batman, le principe de Batman, c'est que c'était juste focus sur Batman. Toutes les scènes du film avaient Batman, hormis les 2-3 avec le Riddler. Mais Batman, on était du point de vue de Batman, en fait, durant tout le film. Là où dans cette série, on est du point de vue de plusieurs personnages, et là où tu t'en foutais de Gordon ou de Alfred ou etc. dans le film de Batman, et là ils ont tous un développement ou un traitement relationnel par rapport à Batman qui fait qu'on s'investit à l'intrigue et qu'on s'investit au personnage. Donc je dirais qu'on est presque sur du de Batman en mieux parce que Bruce Timm maîtrise évidemment le personnage de Batman qu'il a développé depuis plus de 30 ans maintenant. Donc à partir de là, je trouve que c'est une très bonne série. Et puis comme je vous le dis, c'est une série qui réinvente aussi beaucoup l'univers de Batman. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est qu'on n'est pas sur une série qui va juste refaire le Joker, refaire le Pingouin, refaire Double Face, refaire machin. C'est une série qui veut vraiment utiliser son contexte des années 40 pour réinventer ses personnages et pour en profiter en fait. Parce qu'il y a certains personnages évidemment, on vous introduit aux versions des années 40 de ces personnages comme Batman, comme Catwoman, comme Gueule d'Argile, qui sont adaptés de la même manière que comme ils l'étaient aux années 40, mais les années 40 c'est pas forcément une période très très connue pour ces personnages-là. Et depuis les années 40, les personnages ont énormément changé en fait. Et par exemple, Gueule d'Argile qui est surtout connu pour être un gros monstre en argile, et quand il a été créé dans les années 40, l'ambition n'était pas du tout la même et le personnage n'a rien à voir avec ça quasiment. Et donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on reprend des personnages dans un contexte qui est assez peu connu du grand public, et en même temps on prend des personnages qui ont été créés bien après les années 40, qu'on intègre dans ce contexte-là, et qu'on réinvente totalement, également. Donc je pense notamment à Harley Quinn, qui, déjà pour moi c'est légitime que Bruce Timm la réinvente, vu que c'est lui qui a créé le personnage.
Donc le fait que Bruce Timm réinvente Harley Quinn, bah il a le droit, je dirais, je trouve que ça marche très très bien, je trouve qu'il a fait une très très bonne réinvention du personnage, très très neuve, et ça fait du bien de voir une Harley Quinn qui me saoule pas, pour une fois, parce que c'est vrai que j'en ai un peu marre d'Harley Quinn, et là je voyais vraiment une version vraiment alternative du personnage. Double Face aussi a aussi un développement très très intéressant par rapport aux comics, on le développe vraiment de manière à ce que ce soit assez surprenant. Parce que la série a aussi quelques twists également dans ses personnages, on a des persos qui peuvent être gentils dans les comics, qui là peuvent être méchants, donc on s'amuse avec les codes de tout ça. Et donc à partir de là, il y a aussi plein de petites références à l'univers d'ici, des petits teasings pour la saison 2 qui a aussi été commandée, donc la saison 2 arrivera également, je suppose, l'année prochaine. Et la musique est très très cool aussi, la musique du générique est très très sympathique. Le ton, l'ambiance, je vous l'ai dit, c'est une ambiance qui est plutôt sombre, mais tout en étant assez accessible. En fait, c'est une série qui est bien pour grandir, en fait, je dirais. Et puis, comme je vous le dis, le casting vocal est aussi très très bon. Je trouve que Hamish Linklater, qui est un très bon acteur que j'aime bien, d'ailleurs, de la série Légion, de la série Midnight Mass, et qui sera d'ailleurs prochainement dans la série Gen V de The Boys, bah je trouve que sans succéder non plus à la voix iconique de Kevin Conroy, qui est vraiment la voix culte de Batman, et je pense que ça ne changera jamais, Batman c'est Kevin Conroy, il n'y a pas plus Batman que lui, eh bien, je trouve qu'il fait un très très bon boulot dans le rôle de Batman et de Bruce Wayne, dans le sens où il campe parfaitement, déjà l'essence du personnage est plus respectée que dans deux Batman encore une fois, dans le sens où Bruce Wayne, c'est vraiment le masque de Batman, c'est un Bruce Wayne vraiment beau gosse, dragueur, qui fait genre qu'il est un peu bonnet, etc., qui est un peu séducteur, c'est vraiment le Bruce Wayne qu'on aime bien. Et le Batman, on est sur un Batman qui est très sombre, très distant, qui est très très archaïque et très méthodique en fait, méthodique au point qu'il oublie les émotions et les erreurs humaines en fait, et que lui il pense que à la méthode et à la logique. Et puis du coup je trouve ça très très cool de lui donner du coup son design des années 40, quand Batman a été créé avec ses longues oreilles, ses gantelets, son logo qui est beaucoup plus sobre. Bon, ils auraient pu aller plus loin et assumer les gants violets, tant qu'à faire. Mais je trouve qu'il fait un très très bon taf, il est très très charismatique et je trouve assez mémorable, comme tous les acteurs, on a un très très bon casting vocal, je trouve de manière générale, qui fait vraiment bien le café. En tout cas, moi j'ai vu la série en VO, je ne l'ai pas vu en VF, mais en tout cas en VF, je sais que Adrien Antoine ne fait plus la voix officielle de Batman, qui était aussi une excellente voix pour Batman, vu qu'il me l'a déjà parce qu'il me l'a dit, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Adrien Antoine. Et donc voilà, je n'avais pas vraiment envie donc de regarder la série sans lui en tout cas, mais je sais pas ce que vaut la VF. Et je voulais terminer cette review sans spoiler par un truc, et c'est un truc quand même plutôt important, j'ai envie de dire, c'est l'animation que je trouve, et désolé des termes, mais dégueulasse. Je déteste l'animation, je la trouve très laide, et je trouve que ça c'est un constat que je trouve assez décevant par rapport aux séries d'animation d'aujourd'hui, c'est que... Un peu comme Invincible, j'ai envie de dire, la série a été annoncée il y a quand même longtemps, ça fait peut-être bien 3 ans que la série a été annoncée, et en général quand tu annonces une série animée, tu t'attends à ce qu'elle sorte peut-être l'année d'après, mais en fait non, là elle a mis 3 ans à se faire, il y a eu beaucoup de décalage, de rachats, etc. Ce qui fait qu'en termes d'animation, tu t'attendrais à quelque chose de plutôt impressionnant, comme Invincible où la saison 2 a mis 3 ans à se faire, alors que désolé, mais l'animation est toujours aussi plate que dans la première saison, c'est qu'il y a très très peu de... On essaie d'animer le moins possible, quand il y a des séquences avec plein toute une chorale de personnages, eh bien les personnages ne bougent juste pas. C'est aussi pour ça que je trouve que la musique porte quand même beaucoup l'ambiance de la série, parce qu'il y a vraiment des séquences où l'animation est tellement fixe, tellement rigide, que tu dis ils avaient vraiment pas l'argent, quoi. Et je trouve que l'animation, il y en a qui disent que c'est un hommage un peu au style des anciens dessins animés Batman, de Bruce Timm également, mais je trouvais qu'ils étaient beaux, les anciens dessins animés de Bruce Timm quand même. Parce que Batman, la série animée avait... déjà, le problème, c'est que les corps et la proportion des corps était plutôt respectée, quoi. C'est que la tête était pas trop grosse, les bras respectaient la taille du torse, des jambes, etc. Là, je trouve que la proportion des corps est assez bordélique, c'est qu'un coup, t'as des personnages qui ont des trop grosses têtes par rapport à leur corps. Il y a des plans où leurs bras sont trop petits, des plans où... Je trouve que la proportion des corps est vraiment assez dégueulasse dans cette série. C'est que des personnages qui sont un peu plus raplapla que d'autres. Et puis l'animation, je trouve l'animation trop épurée visuellement, il y a trop peu de détails dans le style, dans le visuel des personnages. J'ai l'impression qu'ils ont mis toute l'animation sur les backgrounds en fait, parce qu'il y a que les backgrounds qui sont un petit peu en 3 dimensions, qui sont un peu travaillés, qui travaillent un peu la lumière, mais dès que ça touche à la 2D et au design de personnages, les personnages je les trouve vraiment pas beaux, quoi. Je trouve vraiment l'animation, ça se regarde, mais par rapport au level qu'on a atteint aujourd'hui avec des X-Men 97, ou allons encore plus loin avec des Arcane, c'est vraiment moche. Désolé, je trouve l'animation moche et je pense pas que ça changera malheureusement. Et c'est dommage parce que, honnêtement, en termes de narration, comme je vous l'ai dit, c'est la seule série Batman animée qui a un vrai fil rouge qui se développe. Et c'est vraiment super intéressant et c'est vraiment dommage que l'animation, auquel on aurait pu développer davantage. D'ailleurs, j'aurais pas détesté une série animée qui soit totalement en noir et blanc, par exemple.
eh bien je trouve ça très dommage qu'elle soit vraiment moche, quoi. Je la trouve vraiment moche. C'est vraiment mon gros défaut à pointer, c'est vraiment le seul vrai défaut que j'ai à pointer sur cette série. Puisqu'en plus de ça, elle n'hésite pas à réutiliser d'autres personnages de l'univers d'ici qui ne sont pas des ennemis de Batman habituellement, comme Onomatopée, comme le Gentleman Ghost. Et il y a des personnages que moi-même j'ai découvert que je connaissais pas, comme Nocturna, donc c'est une série qui est intéressante, je pense, pour tout fan de DC, tout fan de Batman, et même des personnes qui ne connaissent pas Batman, justement, parce que là, on vous offre une nouvelle origine pour Batman, une nouvelle vision de Batman, avec un nouveau style, un nouvel esthétique, un nouveau contexte historique, ce qui fait que je pense que c'est une série qui peut plaire à tout le monde, et en tout cas, par rapport à la fin de la série, j'ai très très hâte de voir la saison 2, donc je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour vous recommander cette série-là, et maintenant je vais spoiler un petit peu, donc let's go. Comme j'ai dit, je suis très très fan de cette idée d'avoir un Batman un peu beaucoup plus distant en tant que Bruce Wayne. C'est que Bruce Wayne, pour le coup, c'est vraiment son masque, et Batman, c'est la vraie identité, ce qui est pour moi ce qui est censé être Batman, justement. Mais c'est un personnage qui renfoule beaucoup trop ses émotions, qui cache trop ses émotions, qui refuse de les montrer, justement. Par contre, je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas appuyé le fait que ça avait été dit en interview, mais ça fait 2 semaines que Batman est Batman. Dans le sens où je trouve que pour un Batman qui est là depuis 2 semaines, je trouve qu'il s'en sort quand même, il est quand même assez cheaté, il est quand même assez doué. J'ai l'impression qu'il fait quand même plus de 2 semaines qu'il est là, quelque part. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un petit peu perturbé par rapport au pitch de base de la série. Mais en dehors de ça, ce que j'ai apprécié avec cette série, c'est qu'elle était pas très manichéenne, dans le sens où chaque épisode, c'était pas juste Batman qui battait le méchant, et puis on passe à l'épisode suivant, quoi. C'est qu'il y a des épisodes, dès le premier d'ailleurs, où Batman perd, en fait. Batman, en fait, on voit qu'il est faillible dans le sens où on voit que la ville de Gotham est vraiment dépeinte de manière extrêmement corrompue, de façon extrêmement difficile à réguler. Et il y a plein d'épisodes où Batman perd, en fait, c'est que là, à la fin du premier épisode, il bat le pingouin, certes, la pingouine, je dirais, du coup. Il bat le pingouin, certes, mais à la fin, en battant le pingouin, il offre la moitié de Gotham à Rupert Thorne, donc le grand mafieux de Gotham. Et ensuite, par exemple, il y a l'épisode où il essaye de battre Harley Quinn, là aussi, c'est pas lui qui bat Harley Quinn, il a failli mourir dans cet épisode-là s'il n'y avait pas Barbara pour le sauver. Et à la fin, il réussit pas à attraper Harley Quinn qui a réussi à s'enfuir. Il y a aussi l'épisode où il doit affronter le Firebug. Du coup, c'est pas lui qui a battu Firebug, c'est les flics, et les flics, du coup, qui sont des flics corrompus, ont réussi à se créer une réputation de héros, ce qui du coup va déstabiliser Gordon, le seul flic qui n'est pas corrompu de Gotham. Et même la fin de la saison, c'est une défaite en fait. C'est que la fin de la saison, c'est qu'il faut tout faire pour empêcher que Harvey Dent se fasse assassiner. Et à la fin, Harvey Dent meurt, et c'est sur ça qu'on conclut la saison. Donc, on est sur une série qui est vraiment loin d'être manichéenne parce que Batman est encore jeune, et ça on le remarque dans le sens où il perd des fois. Il a des défaites, et des grosses défaites. Et j'apprécie le fait que la série soit assez du coup ambiguë dans ce qu'il développe. Et c'est ça qui fonctionne vraiment avec le personnage Batman qu'on développe très très bien. On a la backstory classique où on te montre vraiment que le gars il est vraiment devenu Batman quand il avait 10 ans. Dès qu'il avait 10 ans, dès qu'il a eu son traumatisme, il est devenu Batman dans un sens. Donc ça c'était un petit peu original aussi, on va dire. On sait pas trop ce qu'il a fait après, mais ça passe. J'aime bien la relation qu'ils ont fait avec Alfred, qui pour moi c'est un peu la relation de The Batman, c'est un peu la même de la série du film de Batman, mais en réussi, j'ai envie de dire. Du coup ils ont pris le design du Alfred des années 40, qui était aussi un peu bedonné, un petit peu gros, un petit peu grassouillé, et qui avait pas forcément son passé militaire, on va dire, donc de l'armée britannique. Et là aussi on est sur un Alfred qu'il appelle Pennyworth pendant toute la série, et à la fin il appelle enfin Alfred, notamment avec l'épisode de Gentleman Ghost, où du coup Alfred a un sang noble, et donc a failli mourir en affrontant le Gentleman Ghost. Et là on voit que Batman pour la première fois ressentait vraiment de la peur, parce qu'Alfred c'est son père, c'est sa figure paternelle, donc leur relation fonctionnait très très bien. Et ça je le sens venir personnellement, parce que ça c'est l'un des délires de Bruce Timm, mais il adore faire des relations amoureuses entre Bruce Wayne et Barbara Gordon, donc Batgirl, la future Batgirl. Et donc le fait, j'imagine, que Gordon du coup soit beaucoup plus vieux dans cette période de la carrière de Batman, c'est-à-dire ses 2 premières semaines en tant que Batman, et que Barbara Gordon est quasiment l'âge de Batman, elle doit avoir l'âge de Batman à peu de choses près, c'est sûr qu'il va essayer de nous faire une relation amoureuse entre Batman et Barbara Gordon, j'imagine. Je sais qu'il va essayer de le faire, sauf que là ça fera pas cringe, parce que cette version de Barbara Gordon n'est pas une adolescente cette fois. Donc je pense qu'il va essayer de le faire quand même. Mais j'ai bien aimé la réinvention de Barbara Gordon, qui a quand même son code couleur violette pour signaler qu'elle va probablement peut-être devenir Batgirl à un moment donné. Comme il y en a qui pensent qu'on va peut-être avoir droit au Birds of Prey à un moment donné avec elle, Montoya et Harley Quinn, vu que les trois représentent une certaine forme de justice, on va dire. Mais le fait d'en faire une avocate et d'en faire un personnage qui est intrinsèquement là pour sauver les gens, pour sauver des vies, pour appliquer la justice, je trouve que c'est une grosse réinvention du personnage de Barbara Gordon qui fonctionne très très bien.
Là, du coup, j'avais beaucoup aimé l'épisode avec Onomatopée, même si au final Onomatopée, qui est d'ailleurs à la base un ennemi de Green Arrow et qui est adapté dans tout, sauf dans la série Green Arrow, bah du coup, je trouve que le concept, bah, c'est un personnage qui est très compliqué, Onomatopée, parce que c'est un personnage qui est censé parler que en onomatopée, en fait. Donc c'est un personnage qui marche vraiment que en comics, j'ai l'impression. Et vu que dans cette série, ils ont assumé le fait que le gars, il parlait que en onomatopée, bah, j'avoue que je trouvais ça un peu kitsch, un peu cheapos. Donc je sais pas trop, mais en tout cas le personnage collait bien au contexte vraiment années 40, en contexte gangster mercenaire, donc c'était plutôt cool de la voir. Mais j'avais bien aimé justement le twist où elle s'est presque fait autant d'ennemis que Gordon et que le contrat qui a été mis sur la tête de Gordon en fait a été mis sur elle et pas sur le commissaire Gordon. Sinon le commissaire Gordon est un personnage très attachant évidemment, c'est le seul flic qui est pas corrompu de la ville, qui essaie de faire le bien, qui est prêt à mourir pour faire le bien. Le personnage est assez inchangé par rapport aux comics, j'ai envie de dire. Mais voilà, je trouve qu'il marche quand même beaucoup mieux, encore une fois, que le Gordon de Batman campé par Jeffrey Wright. Et je vais quand même faire un petit aparté sur ça, mais évidemment, c'est complètement surréaliste que dans les années 40, il y ait autant de noirs et d'asiatiques et de personnages d'ethnies différentes dans cette série, quoi. C'est entre Montoya, qui est latina, qui en plus est également lesbienne, hein, comme dans les comics, Harley Quinn, qui est asiatique, les Gordon, qui sont afro-américains, etc., etc. C'est vrai que... Oh, la suspension d'incrédulité, c'est un peu limite, mais ça passe dans le sens où ça reste une série animée, c'est une adaptation de comics, donc on peut éviter, on peut garder ça là, et puis la série n'est pas woke, en vrai, la série n'est pas woke. Dans le sens où les personnages dans le sens où on essaie d'instaurer une petite relation amoureuse entre Harley Quinn et René Montoya, mais vu que les deux personnages de base ont toujours eu des tendances un peu bisexuelles dans les comics, ou en tout cas lesbiens pour René Montoya, c'est assez fidèle au personnage, et je trouve que ça fonctionne naturellement, en tout cas dans leur développement. Notamment s'ils comptent faire les Birds of Prey et que Montoya devient peut-être question et que Harley Quinn revient en tant que justicière. Donc on verra tout cela. Puis j'ai beaucoup aimé l'épisode avec Gueule d'Argile, qui rendait vraiment hommage au Hollywood d'époque, en fait, les meurtres un peu à la Dahlia Noire, où il y a un mystérieux tueur qui tue des actrices et des acteurs, etc. Ou donc on fait la version des années 40 de Basil Carlo, donc de Gueule d'Argile, donc façon fantôme de l'opéra, qui se déguise de façon à ce qui ressemble un peu à The Shadow, qui est ce justicier des comics pulp des années 20-30, qui a inspiré Batman d'ailleurs. Donc j'ai bien aimé le petit hommage à The Shadow. Mais ouais, j'ai grave kiffé cet épisode-là dans la veine des années 40 et qui respectait bien le Gueule d'Argile des comics de cette époque-là. Donc le Gueule d'Argile, le serial killer hollywoodien. Donc ça, c'était assez intéressant. Puis on a vu le troisième épisode avec Catwoman qui est vraiment calqué sur les comics. Vraiment la Catwoman qui a une Catwoman mobile, qui a son design vert et violet, qui a sa panthère noire qui pop à la fin de l'épisode. Mais j'ai bien aimé la réinvention, parce que Catwoman dans les comics, elle est surtout connue pour être une cambrioleuse, parce qu'elle est fauchée, parce qu'elle est pauvre et parce qu'elle a grandi dans la rue, alors que là on est surtout l'inverse, on est sur une Catwoman riche, et qui en fait est juste une grosse jalouse, et une grosse dépenseuse d'argent en fait. C'est que dès qu'elle voit la Batmobile de Batman, elle veut avoir la même que lui, dès qu'elle voit le costume de Batman, elle veut avoir le même que lui, et donc c'est juste une meuf qui dépense beaucoup trop son argent, et je trouve que c'est une idée très intéressante pour le personnage, qui est opposé au perso, à la version qui est connue aujourd'hui de tous de Catwoman. Donc j'avais bien aimé cette idée, cette réinvention de Catwoman, j'ai trouvé ça assez rigolo, et son épisode était très sympa où la relation avec Batman fonctionnait assez bien également. On a aussi changé le sexe du pingouin, du coup elle s'appelle Osvalda Cobblepot, et donc j'imagine qu'on l'appelle peut-être la pingouine en anglais. Mais comme j'ai dit, j'apprécie le fait que la série essaie de proposer des itérations différentes des personnages, et ça ne m'a pas du tout dérangé dans le sens où l'essence du personnage reste plutôt respectée. Et j'ai bien aimé cette idée de faire du pingouin une sorte de diva qui chante dans son bateau qui s'appelle le Iceberg Lounge, donc dans son yacht bar de riches, qui sont un personnage qui viennent de la richesse et qui est pas forcément un personnage comme la version de The Batman, qui a dû grandir et évoluer pour devenir le parrain qu'il est devenu. Donc j'ai trouvé que de faire du pingouin une femme et de rajouter ce côté peut-être un peu plus diva, un peu plus art déco dans le personnage, je trouve que esthétiquement ça passait bien avec le délire de la série, et donc j'ai pas eu de problème avec cette réinvention là non plus. Ensuite, j'ai bien aimé le fait qu'on prenne Firebug et non Firefly. J'ai bien aimé cette idée que dès qu'il met ses lunettes, il voit le monde en feu, et que pour lui, Gotham a besoin d'être en feu, et donc on développe un petit peu les persos un peu fous de l'univers de Arkham, j'imagine. Donc c'est intéressant de mettre des vilains pas très peu connus de l'univers Batman, comme Firebug, qui est plus ou moins, un Firefly bis, sauf qu'il vole pas. Mais cet épisode-là était vraiment très très cool, l'épisode 4, où vraiment t'as tous les flics qui essayent de simuler des tentatives de cambriolage, d'attaque à des citoyens, et que Batman lui observait et voyait que c'était fake en fait. J'avais beaucoup aimé ce concept d'épisode où t'avais ces chasseurs de rats, comme on les appelle je crois, qui essayent de tendre des pièges à Batman, et il a fallu qu'il y ait deux corrompus qui tendent un vrai piège à Batman et qui risquaient des vies à des gens, avec Firebug.
Et bien, et j'ai bien aimé du coup cette idée de, du coup on reprend un peu des flics classiques de l'univers de Gotham. Montoya comme je l'ai dit. On a aussi Harvey Bullock qui est là, est vraiment un gros flic ripou dans cette série-là. Bon, en vrai, ça m'étonne pas qu'on fasse de Bullock un ripou, ça va bien avec le personnage. D'ailleurs, Harvey Bullock, personnage trop sous-côté, faut le mettre dans un film un jour, ça m'étonne qu'on l'ait toujours pas eu au cinéma. Et Arnold Flass, également Arnold Flass qui est connu dans les comics Batman Year One pour être le flic corrompu par excellence. Ouais, ils lui ont changé d'ethnie et je trouve qu'il a peut-être un peu plus de charisme et un peu plus d'intelligence que dans les comics, parce que dans les comics, c'est surtout un gros débilo, c'est un gros bourrin, Flass. Là, ils lui ont donné un petit style qui fonctionne bien avec le personnage, qui fait qu'on est sur deux flics corrompus qui sont détestables certes, mais qui ont quand même un petit capital sympathie, on va dire, dans l'histoire. Et puis l'épisode 5, comme je dis, j'aime beaucoup cette réinvention de Harley Quinn que Bruce Timm s'est permis de faire à sa propre création. Vraiment, j'aime bien son idée d'inverser les rôles en fait, de faire de Harley Quinn une psychiatre, déjà pas une psychiatre de Arkham, mais vraiment une psychologue en fait, qui est une psychologue du coup pour riches, une psychologue qui doit coûter cher, et qui donc évalue la psychologie de tous les riches de Gotham qui ont des difficultés psychologiques évidemment, comme Bruce Wayne. Donc le lien avec Bruce Wayne était intéressant pour du coup nous montrer sa backstory. Donc c'était une façon plutôt bien faite de la narration d'intégrer donc son histoire par rapport à ses rendez-vous donc de psychologie. Et j'ai adoré cette idée de Harley Quinn en fait qui soit un personnage très très jovial en tant que psychologue, mais dès qu'elle devient Harley Quinn, en fait c'est tout l'inverse, un personnage qui est très froid, un peu terrifiant, presque horrifique dans son chara-design. Et donc j'ai bien aimé cette réinvention de Harley Quinn en tant que justicière, en fait c'est qu'on est sur une Harley Quinn justicière qui veut donc faire de la justice à sa façon et à une façon assez horrible en fait, c'est que elle détruit mentalement des riches, elle les détruit mentalement, elle les enferme dans des cages et elle les oblige elle les torture mentalement et physiquement en les obligeant à commettre des choses assez horribles envers leur propre personne. Donc j'ai bien aimé ce délire de psychologue tueuse qui est capable de presque condamner la psychologie des gens, et j'ai trouvé que son épisode marchait vraiment bien. Bon, il y avait presque un côté un peu chevalier fou, dans le sens où limite elle contrôle les gens et les hypnotise, quoi, elle les lobotomise. Donc c'est aussi ça qui marchait avec ce personnage-là, qui est presque attachant dans ses méthodes, dans les relations qu'on développe avec elle, mais à la fois, c'est vrai que c'est sacrément horrible ce qu'elle fait à ces personnages-là, donc je trouve que ça fonctionne bien. Et je me demande vraiment ce qu'ils vont faire avec elle en saison 2, vu que du coup donc cette version de Harley Quinn n'a aucun rapport avec le Joker cette fois-ci, donc là aussi ça risque d'être intéressant par rapport à son évolution à venir, vu qu'elle reviendra très très certainement. Et c'est un peu la même chose qui a été appliquée avec Double Face, Harvey Dent, qui est le centre de cette saison, on va dire, vu que tout est focalisé sur le fait qu'il est censé devenir maire de la ville. Donc Bruce Timm a réincorporé Rupert Thorne. Donc Rupert Thorne, c'est le mafieux connu des comics de Batman des années 70, avant que d'autres personnages créés par Jeff Loeb notamment lui aient pris sa place. Je pense à Carmine Falcone, à Salvatore Maroni, que du coup Bruce Timm n'a jamais adapté, et lui il a toujours adapté Rupert Thorne, du coup là il refait la même chose ici en reprenant Rupert Thorne en tant que grand mafieux de la ville. Et donc j'ai bien aimé cette idée de faire de Harvey Dent une espèce de procureur un peu imbu de lui-même, égocentrique, qui pense qu'à lui, un peu impulsif, et qui peut compter que sur lui-même, et qui à la fin de la série devient de plus en plus corrompu en plus, en collaborant avec Thorne, en se rendant compte que lui-même il va pas pouvoir gagner les élections, et qu'en fait il commence à devenir un personnage plus ou moins humain, plus empathique, justement en devenant Double Face. Déjà, symboliquement, ça se voit parce qu'il se fait cramer le mauvais côté par rapport aux comics. Normalement, c'est le côté droit qui se fait brûler, pas le côté gauche. Et le voir commencer à perdre la tête, à avoir son dédoublement de personnalité, et à s'attacher aux gens, à se dire qu'il va les mettre en danger, qu'il mérite de mourir, et qu'il a commis des meurtres, et qu'il est prêt à mourir pour ça, j'ai trouvé l'évolution de personnage presque très pathétique et assez attachant au final. De vraiment faire de Harvey Dent un gros connard en tant que Harvey Dent, et une fois qu'il devient Double Face, là il commence à voir l'humanité des gens, et à voir tout ce qu'il a raté, tout ce qu'il a pu rater quand il était Harvey Dent. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé cette invention de Double Face où justement on évite le Double Face qui décide avec sa pièce et qui décide de la justice avec le hasard. Là on est vraiment sur un anti-Double Face où une fois qu'il devient Double Face, le gars il fait ouais non je vais pas faire justice avec une pièce, ouais non je sais pas, je vais tuer des gens comme ça parce que j'ai la haine, et ensuite il regrette ce qu'il a fait, il a juste envie de mourir après, il se rend quoi, donc on est vraiment sur un Double Face qui est complètement déconstruit, mais qui je trouve avec le développement de cette série, le développement de ce personnage-là fonctionne très très bien, notamment avec son amitié avec Bruce Wayne, même si honnêtement l'avant-dernier épisode de la série où du coup il devient Double Face, je trouvais que ça faisait un peu remake quand même du Batman de Nolan, où c'est vraiment Double Face qui vient visiter un à un tous les gens qui sont responsables de sa défiguration en fait, et les tue ou les blesse en gros. Même si ça c'est un truc que j'ai jamais compris, mais dès que le gars il devient Double Face, d'un coup il est super doué en infiltration, il est super doué au combat, il est super stratège,
Ça, je trouvais que c'était déjà un petit défaut dans The Dark Knight, mais là c'est un peu pareil, c'est que d'un coup le gars il devient double face, et d'un coup le gars il est super cheaté, genre on peut pas le tuer. Donc ça c'est un petit défaut qu'on a toujours eu un peu avec le personnage en vrai, hein, dans sa backstory on va dire. Mais là, sa réinvention fonctionnait très très bien, notamment avec ses relations de rivalité avec Barbara Gordon, qui devient presque une relation d'amitié sur la fin de la saison. Et puis ensuite, on avait eu l'épisode avec le Gentleman Ghost, qui est normalement un méchant de Hawkman et Hawkgirl, et là je trouve que j'étais très content qu'on ait réussi à incorporer du mysticisme dans l'univers de Batman, un peu de méta-humain, un peu de monstre, un peu de surnaturel, quoi. C'est ce qui manque au Batman de Matt Reeves, hein, c'est qu'on veut pas juste des films d'enquête, on veut voir Batman se frotter avec des méta-humains. On veut le voir se frotter avec Mr. Freeze, avec Killer Croc, avec tous ces méchants-là. Et donc, Casey Gentleman Ghost, je trouve que c'est un méchant qui colle bien avec l'ambiance de Batman. Puis c'était un épisode qui nous permettait un peu de connaître un peu l'histoire de Gotham, tous ses ancêtres, et donc en plus, de nous introduire des personnages de l'univers de Constantine avec Papa Midnight, qui est un personnage de l'univers de Constantine, qui est un ennemi de Constantine à la base. Et d'ailleurs, il y a plein de personnages comme ça dans toute la série. Il y a un flic qui s'appelle Jim Corrigan, qui est le traître, d'ailleurs, dans l'épisode avec Onomatopée, qui est dans les comics, c'est censé être le spectre, mais de ce que j'ai compris, c'est pas le bon, c'est qu'il y a un autre personnage qui s'appelle Jim Corrigan, qui est justement un flic corrompu de Gotham et qui a rien à voir avec le spectre, de ce que j'ai compris. Il y a le photographe, il est censé devenir Plastic Man, d'ailleurs. On voit aussi Lois Lane et Jimmy Olsen vite fait quand on interviewe des personnages dans la série. Donc Lois Lane et Jimmy Olsen style années 40, donc de Metropolis. Donc il y a plein de petits caméos comme ça, et bien sûr il y a tout l'épisode avec Nocturna, qui était un personnage que je ne connaissais pas. Je me suis un peu renseigné sur elle, après il a quand même un peu réinventé, d'ailleurs ça j'ai trouvé ça marrant, parce qu'il a vraiment fait le coup de Morbius dans la série animée Spider-Man, où le personnage est très clairement un vampire, qui a besoin de se nourrir du corps des autres pour rester en vie, et qui peut pas survivre au soleil. Et là du coup, en fait, elle a du coup à la place, comme ils peuvent pas mettre du sang trop violent dans la série, à la place elle se nourrit de la vitalité des gens pour gagner de l'énergie. Donc ils ont vraiment fait le délire on peut pas faire un vampire, mais on va faire un vampire tout public, donc j'ai trouvé ça assez marrant. Et puis le délire un peu mercredi Addams du personnage fonctionnait assez bien. Donc son épisode à elle a été assez intéressant également avec la fête foraine. Et en plus t'avais d'autres personnages du l'univers de Batman, tu vois, il y a Leslie Tompkins, il y a Julia, j'ai oublié son nom. Julia quelque chose. Il y a la petite amie de Bruce Wayne, l'actrice dont j'ai oublié le nom, qui vient des comics, il y a plein de détails comme ça. D'ailleurs, dans le cirque, on retrouve également Waylon Jones, donc cet homme de cirque qui semble avoir des écailles sur la peau, qui est censé devenir Killer Croc à l'avenir. Du coup, Killer Croc est teasé. Par contre, je trouve, comme double face d'ailleurs, je trouve qu'il est dégueulasse. Je trouve qu'en termes de l'animation sur lui, il est vraiment dégueulasse, il ressemble à rien. Comme le visage brûlé de double face, je trouve son visage dégueulasse aussi, il ressemble à rien non plus. Mais j'ai déjà critiqué l'animation, donc on va arrêter peut-être sur ce coup-là. Mais voilà, cet épisode-là fonctionnait bien, j'ai trouvé ça marrant qu'on te casse tous les Robins dans cet épisode-là, sauf Tim Drake. C'est que tous les enfants que Nocturna kidnappe, en fait, c'est Dick Grayson, c'est Jason Todd, c'est Stephanie Brown, c'est Carey Kelly, mais il n'y a pas Tim Drake. Genre Tim Drake, c'est vraiment le Robin ignoré par tout le monde s'en fout de Tim Drake. Après, si je devais faire un pronostic sur qui deviendra Robin entre tous ces personnages-là, je dirais Carey Kelly, parce que c'est la seule qui a eu un peu plus de courage que les autres gosses. Mais bon, je sais pas s'ils feront Robin dans cette série un jour. Après, il faut savoir que Robin a été créé en 1940, donc à peine un an après la création de Batman. Donc Robin appartient aussi à l'époque années 40 de Batman, donc ce serait intéressant, surtout qu'on n'a jamais eu Carey Kelly dans une série animée Batman en tant que Robin, donc ça pourrait être intéressant. Bon, on l'a eu dans un seul épisode, mais c'était bref. Et voilà, cet épisode-là était plutôt cool également. Je voulais aussi évoquer la fin de l'épisode sur Nocturna, qui rappelle beaucoup aussi la séquence où Nocturna est en train de mourir parce qu'il y a le soleil qui arrive et Batman qui la recouvre et qui la sauve et qui s'identifie un peu elle, parce que c'est un peu une sorte de Frix, donc de créature un petit peu mise à l'écart par tout le monde, qui se retrouve seule et qui a besoin d'aide, et Batman s'identifie un peu elle dans cet aspect-là, et ça me rappelle beaucoup ces quelques séquences de douceur, un peu paternelle que Batman peut avoir dans l'univers de Bruce Timm. Je me rappelle encore surtout de cette scène iconique de Justice League où tu as le personnage de Ace, qui est juste une gamine de 15 ans, je sais pas, mais qui a des pouvoirs qui risquent la destruction du monde, et du coup Batman est obligé de la tuer en fait, mais avant de la tuer, il choisit de passer un dernier moment avec elle sur une balançoire, d'échanger avec elle, et de la tuer de la manière la plus bénigne possible, entre guillemets. Donc ça aussi, c'est les moments qui font de Batman un personnage fascinant, c'est ces moments de tendresse qu'on retrouve également dans cet épisode-là, qui le rend aussi assez attachant. Et puis là, du coup, j'ai apprécié qu'on finisse la série sur cette fin douce amère, où on sent que ça va être la guerre entre Batman et Thor, où vraiment Batman il va tout faire pour essayer de l'arrêter alors que c'est un mafieux. Et j'ai eu peur, j'ai bien aimé la séquence où la mort de Harvey Dent a tellement mis Batman en colère qu'il a quasiment tué Flash, qu'il a pris un flingue.
Et là, on respecte le personnage et on te montre que le flingue, que Batman ne peut pas se battre avec un flingue, c'est l'arme qui a tué ses parents. Mais j'ai eu peur parce qu'il faut savoir que Batman dans les années 40 il tuait dans les comics, donc je me demandais s'ils allaient pas faire le Batman tueur, du coup avec ce côté-là. Mais au final non pour l'instant. Et du coup on devrait du coup en retrouver en saison 2 le Joker. Donc le Joker avec le gaz hilarant, donc le Joker des comics, du coup le Joker qui commence à torturer des gens avec son gaz hilarant, et donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner avec le développement de ce personnage-là. Et puis je pense qu'il y a plein de personnages qui pourraient coller à cet univers-là de Batman. Évidemment, je vois parfaitement un Hugo Strange là-dedans. Il y a le Dr. Crane qui a été mentionné aussi, donc Jonathan Crane, l'épouvantail. Il y avait un criminel qui avait un cochon, un doudou cochon, donc peut-être qu'il pourrait avoir le professeur Pig également. Donc il y a plein de potentiels de méchants qu'on pourrait mettre en saison 2, et donc la saison 2 peut être très très intéressante également. Et puis voilà, comme je l'ai dit, honnêtement, à part l'animation, et peut-être le fait que la série soit un petit peu woke sur les bords, mais c'est du détail, en vérité, il n'y a rien de grave. Voilà, vraiment l'animation que j'ai vraiment du mal. Je trouve vraiment que la série est vraiment une réussite. C'est vraiment en termes de tonalité, d'ambiance, l'hommage à Hollywood dans au film noir, dans les ambiances, l'épisode fête foraine, l'épisode femme fatale, l'épisode plus politique élection, l'épisode gangster, l'épisode de mercenaires, où d'ailleurs il y avait aussi un caméo de Deadshot également, de Flo de l'automne, qui était là aussi. Donc on voit des petits personnages qui sont cachés par là, par-ci par-là, il y a plein de références, même des références que moi-même je n'ai pas vues, qui ont peut-être mené à des petits crossovers, donc ça peut être très intéressant. Et donc voilà, comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé la série, et je vous la recommande chaudement si vous avez toujours écouté cette critique malgré cette partie spoiler. Donc voilà, ça me dérange vraiment que dans les séries télé de notre époque, les animations soient vraiment de plus en plus moches, alors que je trouvais vraiment que les séries Batman précédentes avaient vraiment une animation qui était assez stylisée et assez intéressante, mais là c'était vraiment pas très beau. Et ça c'est vraiment le truc qu'il faudra rebosser, même si je pense qu'ils rebosseront pas ça malheureusement, comme Invincible honnêtement. Mais voilà, sinon en termes de ton, d'ambiance, etc., je trouve que c'est vraiment la parfaite suite spirituelle vraiment à la série animée Batman, et je ne peux que vous la recommander. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et donc merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, et ciao.